les royaumes des Francs, les Francs royaumes, écrit Éric Foissier, avec le tome 2, il y en aura 3 ? Deux tomes. La fureur de Frédégonde. Alors c'est l'époque où la France était divisée en Neustrie et Austrasie. Austrasie, Neustrie, c'est plutôt par là, avec au milieu le royaume des Burgondes, qui est le royaume d'Orléans. Alors, on est dans les années 500. C'est une période un peu confuse que vous traitez par des romans qui sont des romans d'action, mais qui sont fondés sur des personnages réels qui ont existé et qui étaient relativement cruels. Oui, c'est une période qui est difficile parce que à l'époque, donc on est à l'époque des petits-fils de Clovis. Et donc à l'époque, le royaume est considéré comme un bien personnel. Voilà, c'est un bien de conquête. Et du coup, lorsque le roi meurt, eh bien, le royaume, c'est l'héritage, et donc il est partagé en autant de parts qu'il y a d'enfants. Et c'est ce qui va se passer à l'époque des fils de Clovis, et à l'époque des petits-fils de Clovis, ça va être rebelote, la même chose. Donc le royaume se trouve séparé en 3, et chaque frère sait très bien que finalement, il n'en restera qu'un à la fin qui va réunifier. C'est évidemment, quand vous vous retrouvez avec le tiers seulement du royaume de papa, vous ne pouvez pas vous empêcher de lorgner le royaume des frères et de vous dire « Ah, s'il meurt, je récupère le royaume de papa ». Et donc là, c'est ce qui fait qu'on est dans une période qui est très troublée parce qu'effectivement, on a 3 royaumes. Comme en plus, ils savent très bien qu'il faut qu'il n'y en aura qu'un qui restera à la fin et qui va tout réunifier, ils se marquaient à la culotte. Donc on avait 3 royaumes, mais en plus, on mettait des enclaves des 2 autres royaumes au sein de son propre royaume, pour pouvoir se surveiller. Et là, ce qui fait qu'à cette période-là, les tensions vont être encore plus importantes, c'est qu'en fait, deux des frères, le roi de Neustrie et le roi d'Austrasie, vont épouser 2 femmes qui se détestent, mais qui sont 2 femmes extraordinaires, que tout oppose. C'est le feu et la glace, qui sont 2 personnages, pour un romancier, c'est l'idéal, parce que vous avez rien besoin d'inventer, toute l'histoire vous livre des personnages extraordinaires, qui sont 2 reines qui sont très belles, ça, tout le monde est d'accord, mais très différentes l'une de l'autre. C'est pour ça que je parlais du feu et de la glace. Vous avez la reine Frédégonde, c'est en fait une ancienne servante. Certains historiens avancent même qu'elle aurait peut-être été une esclave. C'est une ancienne servante, donc gauloise, origine gauloise, donc plutôt une brune, superbe, tous les témoignages sont d'accord là-dessus. À plus de 40 ans, elle avait encore toute une petite coterie de jeunes gens autour d'elle qui étaient prêts à mourir pour ses beaux yeux et à partir en mission suicide pour assassiner ses ennemis. Et en face d'elle, l'autre frère va épouser une autre femme superbe qui est, elle, une princesse wisigothe, donc quelqu'un de cultivé. Le peuple wisigoth était, de tous les peuples barbares, le plus civilisé de l'époque, qui est la reine Brunehild, Brunehaut. Et en fait, Frédégonde et Brunehaut se détestent parce que Brunehaut est persuadé que Frédégonde a ordonné l'assassinat de sa sœur. C'est une enquête policière aussi, cette histoire. Et du coup, dans chaque roman, en fait, on a en fait une trame policière, puisque le premier roman, qui s'appelle Par 2 fois tu mourras, commence avec justement l'assassinat, qui est un assassinat réel, l'assassinat de la sœur de Brunehild. Donc on a ces 2 femmes que tout oppose, mais qui ne se seront jamais rencontrées. Les historiens sont d'accord, elles ne se seront jamais rencontrées, mais qui ont une haine l'une pour l'autre, qui va entraîner les royaumes francs dans 30 ans de guerre civile constante et qui sont assez extraordinaires. Je disais que le romancier n'a plus grand-chose à faire parce qu'il a des personnages extraordinaires. Par exemple, Brunehild, à la mort de son mari, de son roi de mari, se retrouve en territoire ennemi du jour au lendemain parce que son mari est assassiné alors qu'il venait de remporter la victoire sur le champ de bataille. Et du coup, du jour au lendemain, elle est aux mains de ses ennemis et pour pouvoir échapper à ses ennemis, elle va, et c'est ce qu'on voit là dans ce roman-là, elle va séduire et épouser l'un des fils du roi ennemi. Donc c'est assez extraordinaire. C'est un peu Game of Thrones, la guerre des trônes, mais chez nous. Et en plus réel. Et en plus réel. Alors, chez nous et réel. Il y a un élément culturel qui est intéressant parce que ce sont des royaumes francs barbares, comme vous dites, et comme par hasard, on confie l'enquête à un gallo-romain qui représente la culture et la civilisation de ce qui reste de Rome. En fait, c'est le principal élément qui m'a donné envie d'écrire sur cette période-là. C'est une période qui est méconnue parce que à l'école primaire, moi quand j'étais à l'école primaire, finalement on sautait du baptême de Clovis à Charlemagne. Puis grosso modo, entre les deux, il ne se passait pas grand-chose. C'était les maudits rois fainéants. Il y avait quelques images d'Épinal comme ça, de ces rois traînés sur des chariots à bœufs, du supplice de Brunehild, de Brunehaut, lorsqu'elle a près de 70 ans, c'est cette reine qui sera attachée par les cheveux à la queue d'un cheval et traînée.
Mais finalement, c'est peu de choses de cette période-là. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est justement ce choc des cultures, de me rendre compte que c'était une période beaucoup plus complexe d'un point de vue culturel que l'image qu'on en a. Finalement, les Francs sont là, ils sont installés, ils ont conquis la Gaule, ils sont installés en masse en Gaule, et voilà, ils ont supplanté les Gaulois, etc. Or, ce n'est pas du tout la réalité. En fait, les historiens sont d'accord pour, grosso modo, les chiffres peuvent varier, mais grosso modo, on avait à l'époque, le peuple, c'était 9 millions de Gallo-Romains, en fait des Gaulois. C'est 9 millions de Gaulois, et vous avez, pour ces 9 millions de Gaulois, quelques centaines de milliers de francs. Il y a 400 000 à 500 000 francs à l'époque des petits-fils de Clovis. Donc en fait, dans ces royaumes-là, on a essentiellement des Gaulois, et donc qui continuaient à cultiver, à être imprégnés de culture celtique. La religion, avec les druides, etc., existait encore, mais elle était complètement interdite, donc c'était en secret. Mais à titre d'exemple, par exemple, il y avait des menhirs dans toute la Gaule, dans toute la France. On avait des pierres dressées, pas seulement même si c'était chrétien. Alors les pierres dressées, c'était même dans le reste de la Gaule qui était chrétienne, puisque depuis que Clovis s'était converti au christianisme, ses fils et petits-fils étaient des rois dits chrétiens. Mais moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, le peuple n'a rien de chrétien, ce sont des Gaulois qui continuent à maintenir très présente la culture celtique. Les Francs, eux, sont plutôt, même si leurs rois ont épousé la religion chrétienne pour des raisons purement politiques, en réalité, la majorité des Francs restent imprégnés par leur culture germanique et leur dieu, c'est Wotan et tout le panthéon germanique. Et on a en même temps, dans les cités, qui sont délaissées par les rois francs, parce que les rois francs se font construire des villas à l'écart des cités, dans les cités, on a les évêques. Et justement, les évêques, ce sont les héritiers de la culture gallo-romaine, ceux qui préservent encore un peu, qui connaissent encore un peu le latin, qui préservent cette culture gallo-romaine, et qui, petit à petit, commencent à exercer un pouvoir temporel. Et d'ailleurs, les rois francs vont en être tellement conscients que toute l'histoire des Mérovingiens, c'est que petit à petit, ils essayent de nommer aux évêchés, non plus des Gallo-Romains, mais des Francs, pour mettre la main mise sur ce pouvoir politique. Et donc, effectivement, ceux qui préservent encore un peu la culture, ce sont les Gallo-Romains, ce sont les clercs gallo-romains. Et là, le héros du livre représente ça, c'est un jeune clerc, c'est en fait le filleul, alors là c'est un personnage de fiction, mais c'est le filleul de Grégoire de Tours, qui est le principal témoin de cette époque-là, qui est contemporain de cette époque-là, et qui a laissé un témoignage à travers sa chronique des Francs, qui est le principal témoignage sur lequel se sont basés des historiens pendant des années, mais qui est un témoignage très parcellaire et très partial, puisque Grégoire était lié aux Austrasiens, au clan de Brunehilde, et c'est à lui qu'on doit la légende du couple noir maudit Frédégonde et Chilpéric, qui fait de Frédégonde une vraie sorcière, une empoisonneuse, qui aurait tué des dizaines de rois et de princes. Et en réalité, la réalité est beaucoup plus nuancée. On a deux reines qui sont un peu l'équivalente l'une de l'autre, même si leurs origines sont très différentes, et qui s'affrontent à distance. Et donc Arsenius, lui, est là pour élucider des enquêtes avec toute la culture qu'il a de culture classique, en fait. Et là, ça se passe justement au début avec un mystère à Tours. Pour bien comprendre, on est après Clovis. Oui. Finalement, la France aurait pu être la Visigothie. Les Visigoths étaient quasiment dominants, oui. Et ils ont été battus à... Mais à l'époque de Clovis, quand Clovis hérite le pouvoir de Childéric, son père, Clovis, si à l'époque Betflix ou je ne sais pas quoi, tous ces trucs de paris en ligne existaient, mais personne n'aurait misé un parié sur Clovis, oui. Sur les Francs. Les Francs saliens de Clovis, c'est rien du tout. À côté, on a des peuples barbares, mais qu'on aurait donné gagnant à 10 contre 1. Vous aviez effectivement les Visigoths, peuple très puissant. Qui avait pris Rome quand même. Voilà, et très puissant, qui était sur effectivement toute la France, qui occupait toute l'Aquitaine, tout le sud de la France et l'Espagne. Et puis vous aviez surtout aussi le grand peuple ostrogoth avec Théodoric, qui régnait sur tout le nord de l'Italie. Et c'est les deux grands peuples barbares. Après, vous aviez des peuples un peu, effectivement... Les Burgondes, un peu plus en retrait, les Alamans, etc. Mais les Francs, même parmi les Francs, c'est plutôt les Francs de Rhénanie, les Francs rhénans, qui sont plus importants que les Francs saliens. Les Francs saliens, c'est rien du tout. Mais Clovis est un roi, pour le coup, une personnalité extraordinaire.
Alors c'est pas du tout le saint qu'on nous a vendu parce qu'il s'était converti au christianisme. C'est un type immonde, hein, Clovis. Mais par contre, c'est un très fin politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va jouer à la fois de la violence, de la trahison, du cynisme. C'est le premier aussi qui envisage les alliances stratégiques, c'est-à-dire il va donner sa sœur au roi des Ostrogoths pour ne pas être embêté par les Ostrogoths. Il se débrouille toujours pour n'avoir qu'un seul front en face de lui. Et donc, il prend des alliés avec lui pour attaquer ce front-là. Et puis, dès qu'il a vaincu ce front, ben, il se retourne contre ses alliés, il les trahit, etc. Donc, il va commencer d'abord par massacrer tous les autres rois francs, donc ses cousins, ses alliés francs, après avoir s'être débarrassé du dernier représentant du pouvoir romain. Il détruit tous les autres francs autour de lui, puis après il s'attaque aux Burgondes, et puis il va s'attaquer aux Visigoths, et notamment, alors par exemple, quand je dis qu'on a souvent le grand public a une fausse image de Clovis, par exemple, lorsque à la bataille de Vouillers, Clovis va vaincre les Visigoths et les repousser en Espagne, il le fait en fait pas comme un chef barbare, il le fait au nom de l'Empire romain d'Orient, et d'ailleurs il reçoit la pourpre consulaire et il est fait consul. C'est au nom, c'est à ce nom-là. Donc, c'est quelqu'un de beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, Clovis. On a bien parlé du fait que le royaume était divisé entre les fils, mais cette division, elle est artificielle ou, par exemple, il y a une raison pour qu'il y ait une Austrasie autour de Reims et une Neustrie autour de Paris. Elles sont des peuples différents Non. C'est vraiment fait au début, à l'époque des fils de Clovis. C'est vraiment une découpe qui est très artificielle au départ. Très artificielle parce que, par exemple, vous voyez, ça ne s'arrête pas au niveau géographique. Le royaume d'Austrasie déborde du Rhin, c'est pratiquement toute l'Allemagne d'aujourd'hui, mais qui déborde du Rhin et qui va donc du coup jusqu'à Reims. Au début, d'ailleurs, les royaumes ont des capitales très proches, puisqu'il y a une capitale qui est à Reims, l'autre est à Paris, etc. Et après, ils vont éloigner leur capitale parce que comme ils ne s'entendent pas du tout, ils se rendent compte que ça devient très dangereux. C'est une découpe complètement artificielle et qui, du fait des guerres civiles de cette époque-là, en plus, ça n'arrête pas de changer. Par exemple, Tours va changer de domination, va tantôt se retrouver dans le camp neustrien, tantôt dans le camp austrasien. Je crois que les historiens avaient fait le compte, sur une période de 3-4 ans, ça change 10 fois de domination. Donc c'était ça qui m'intéressait, c'est que du coup, on a un fond historique qui est très intéressant parce que du coup, effectivement, c'est violent. Il y a régulièrement des raids parce que les Francs, c'est un peuple de guerriers. Donc tous les ans, il faut emmener ces guerriers. Quand vous êtes un roi franc, vous emmenez vos guerriers en conquête. Et alors, comme eux, ils ont conquis la Gaule, pour eux, la Gaule, enfin, ce qui était la Gaule, pour eux, c'est un lieu qu'ils ont conquis. Donc, ils ne le respectent même pas. Ils ne respectent même pas leur propre territoire. Quand une armée neustrienne partait attaquer des territoires austrasiens, elle commençait d'abord par détruire sur son chemin tout ce qu'elle rencontrait, y compris des monastères qui étaient en territoire neustrien, à rasier des ceps de vignes, détruire des vignes qui sont sur leur propre territoire. Ils s'en moquent parce que pour eux, c'est un territoire de conquête. Donc, on a tous ce background quoi, très, très, très violent, très mouvementé. Entre ces deux reines opposées, qu'est-ce qui est de l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire a confirmé, ce qui est sûr? Alors, tout ce que je dis sur Frédégonde et Brunehild, tout est vrai. Je n'ai absolument rien inventé de ce qu'il y a dans le livre. En tout cas, tout correspond à ce que les historiens nous disent. J'ai absolument rien inventé quand je les mets en situation. C'est ce que les historiens nous disent. Quand je dis que cette reine est à cet endroit-là, à ce moment-là, et qu'elle fait telle chose, c'est ce que nous disent les historiens. Moi, simplement, je me suis servi de cette opposition, de ces personnages très forts, pour, à l'intérieur de ça, tisser mon intrigue policière. Et ce qui permet en fait d'entraîner le lecteur dans les rebondissements et dans le jeu qui est un roman policier. Le roman policier, c'est toujours un jeu avec le lecteur. On va l'entraîner sur des fausses pistes, etc. Et en réalité, là, ça permet de découvrir toute cette période-là, qui est une période très riche du fait de la richesse des personnages, du fait, vous l'avez compris, du choc des cultures, du fait des événements brutaux, de cette guerre permanente. Et ça permet de découvrir tout ça tout en se laissant embarquer dans cette intrigue. Il faut dire quand même quelques mots de l'intrigue du roman. Allez-y. En fait, on est à Tours et c'est l'évêque Grégoire de Tours qui appelle Arsenius, son filleul, pour venir l'aider. En fait, il y a deux mystères. On a tout d'abord
un prieur qui a disparu d'une pièce complètement fermée, close. Donc a priori, il n'a pas pu sortir, elle était constamment sous surveillance, cette pièce, et il a disparu. Donc on ne sait pas comment il a pu disparaître de cette pièce. Et lorsque Arsenius arrive pour enquêter sur cette pièce, il va y avoir 2 autres événements qui rajoutent 2 autres mystères. C'est que premièrement, on a une relique qui est le fameux manteau de Saint-Martin, qui était conservé à Tours, qui, devant une foule complète, apparaît tout d'un coup, puis disparaît, puis réapparaît. Donc voilà, un peu étrange. Donc, et pour tout le monde crie au miracle, mais Arsenius soupçonne qu'il y a autre chose qu'un miracle. Et puis on retrouve aussi le cadavre d'une nonne au fond d'un puits. Elle a été poignardée. Et donc Arsenius va enquêter sur ces 3 enquêtes, sur ces 3 mystères. Et en fait, on va découvrir petit à petit que ces mystères sont liés justement à cette rivalité entre ces reines et à ces luttes fratricides au niveau des royaumes francs. Alors, le roman policier historique est un genre qui a énormément de succès, et ça se comprend, hein, parce que ça permet d'aborder des périodes de l'histoire, certaines connues ou inconnues, à travers une intrigue. Bon, ce qu'il faut, c'est un bon équilibre entre l'histoire et l'intrigue. Hein. Parfois, l'histoire disparaît derrière l'intrigue ou le contraire. Et là, c'est très, très équilibré. Donc, 2 tomes pour aller voir ces francs royaumes. La fureur de Frédégonde. Votre sympathie, elle va vers qui, vous? Moi, j'aime les deux reines, mais peut-être que la sympathie est allée un peu plus vers Frédégonde parce que c'est celle qui a la plus mauvaise réputation. Elle avait une réputation vraiment de sorcière, de femme affreuse, et de séductrice, d'empoisonneuse. Alors qu'aujourd'hui, les historiens, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait dans les colonnes d'Historia lorsqu'ils ont rendu compte de ce 2e tome, où la journaliste a souligné le fait que, justement, en me basant sur les travaux des historiens modernes, je faisais ressortir ces 2 femmes et je les sortais des images d'Épinal pour en donner un portrait beaucoup plus nuancé, beaucoup plus subtil et en même temps très éclairant sur une période où des femmes gardaient le pouvoir politique, Voilà, oui. Ce qu'on aura pu par la suite. Les hommes sont relativement, pas effacés, mais enfin, elles sont au premier plan. Ah ben, oui, elles sont au premier plan parce que justement elles vont survivre à leur roi de mari. C'est-à-dire à une époque où ce sont des rois qui sont rois parce que ce sont des chefs de guerre et que donc à chaque fois que le roi mourait, la femme, elle disparaissait complètement. Elle n'avait aucun pouvoir. Là, tout d'un coup, on a contemporaine, on a 2 reines ayant épousé les 2 frères. Les 2 frères vont mourir brutalement assassinés et les 2 reines réussissent à se maintenir au pouvoir. Donc on a vraiment là 2 femmes qui sont vraiment des personnages vraiment d'une richesse, d'une force. Et moi, j'ai adoré. Et effectivement, j'ai un petit penchant sur Frédégonde juste parce que j'ai essayé d'en donner un portrait un peu plus nuancé que ce que nous avaient légué les premiers historiens. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré. Mesdames, Messieurs, si vous avez des questions à poser sur Brunhilde et Frédégonde, ce qui n'est pas sûr, hein, sur les Francs. ou sur les Francs plus généralement. Mais donc la loi salique, c'est une fumisterie. Oui, alors en fait, c'est une réinvention des légistes, des anciens légistes de Philippe le Bel, lorsque Philippe VI, son fils, va récupérer le pouvoir. Pour écarter les hommes. Pour écarter les femmes du trône. En fait, c'était juste, à l'époque des Francs, la règle qu'il y avait, c'était juste que la femme ne pouvait pas occuper le trône seule. Parce que justement, comme c'était des chefs de guerre, elle ne pouvait pas. Quoi qu'on a, Brunhilde, par exemple, aller sur les champs de bataille en cuirasse et avec le glaive à l'épée, à la main. Mais par contre, elle pouvait tout à fait hériter des droits au trône. Et d'ailleurs, ça conduit à une des scènes qu'on a dans le livre, puisque elle pouvait hériter des droits au trône, et donc si elle se mariait, leur époux devenait roi. Et du coup, notamment, vous avez une des méthodes qui était assez classique, c'est que quand vous aviez une fille de roi et qu'on ne voulait pas qu'elle transmette sa part d'héritage, on se débrouillait pour la mettre au couvent. Et puis, lorsqu'il y avait des craintes qu'elle puisse sortir du couvent, on envoyait une petite troupe qui pénétrait dans le couvent, qui détruisait tout et qui violait la fille. Comme ça, une fois qu'elle avait été violée, elle ne pouvait plus être épousée. Elle était impure. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Et là, la scène est dans le livre, sans du tout être violente. Je passe sur je ne décris pas le viol, mais la scène se passe et c'est une scène historique où effectivement on va aller chercher dans un couvent une jeune femme, une jeune fille, une jeune princesse. On va la violer pour qu'elle ne puisse pas transmettre ses droits au trône. Donc c'est une période aussi où on trouve effectivement des choses comme ça, quoi. Le premier tome est aussi ici. Oui, il est là aussi. Le titre du premier tome. Par 2 fois tu mourras. Par 2 fois tu mourras. Donc c'est une saga sur les Francs royaumes.
écrit par Éric Foissier. Le deuxième tome, c'est La Fureur de Frédégonde, aux éditions Jean-Claude Je Lattès. précise d'ailleurs Oui. que chaque tome peut se lire Séparément. indépendamment et on peut même n'en lire qu'un, parce qu'à chaque fois c'est une aventure complète. Hein. D'accord. Mais il vaut mieux les deux. Oui, pardon, allez-y. Oui, alors là, en fait, le premier tome, on est en 569 et là en 575. 500. Ah, ça ne nous rajeunit pas, hein. Ouais. 575, hein. Bien. Merci à vous Merci. pour cette présentation.